Salut, c'est Anaël. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un truc qui me fascine. C'est la tendance de l'être humain à se limiter en pensant se rendre service. Je crois qu'il y a une grande part de nous qui n'aime pas l'incertitude. C'est très angoissant l'incertitude. Et qu'on a du mal avec la complexité. Et surtout avec le paradoxe en fait. Quand une pratique est paradoxale, quand une situation est paradoxale, ça nous angoisse. Et du coup, on se fabrique des toutes petites cases bien étroites dans lesquelles on va se ranger. Et c'est le cas avec la distinction arbitraire qui existe en écriture entre les architectes et les jardiniers. Alors si vous ne connaissez pas, les architectes, ce seraient ceux qui ont besoin de planifier, qui passent beaucoup de temps à prévoir à l'avance ce qu'ils vont bien pouvoir écrire, qui font des chapitrages détaillés de leur histoire avant de rentrer dans la rédaction, qui font peut-être des tableaux très détaillés sur les personnages, sur les relations, etc. Et à l'inverse, les jardiniers sont ceux qui se lancent sans aucun plan, sur une page blanche, et qui se laissent porter par l'histoire. Il y a un côté très romantique dans chacune de ces visions, en fait, de l'écriture. C'est-à-dire que soit d'un côté, on pourrait tout planifier à l'avance, tout contrôler, et rentrer après dans une écriture qui est déjà tellement bien balisée qu'on ne peut pas s'écarter du chemin. Et de l'autre côté, il y aurait une inspiration presque divine qui viendrait nous guider, qui nous entraînerait comme ça sur une écriture complètement spontanée, qui pourrait dévier, mais les déviations magiquement se rejoindraient et feraient de la cohérence à la fin. Depuis que les livres sur la structure dramatique se sont popularisés, à la base c'était quand même un truc de niche, c'était des livres techniques qui s'adressaient principalement aux professionnels d'Hollywood, aux scénaristes qui avaient besoin de produire de manière très régulière. Et depuis que le public de ces livres s'est élargi, on voit des auteurs littéraires surtout qui se rangent dans un camp ou dans l'autre et qui disent des choses comme « Moi, je ne jure que par le plan, je ne peux écrire que si j'ai un plan précis en tête » ou d'autres qui sont « Non, mais moi, je ne peux pas faire un plan, ça me coince complètement, ça m'angoisse, il faut que je découvre l'histoire au fil de la plume. » Et pour moi, cette définition de soi, que ce soit d'un côté ou de l'autre, cette manière de se ranger dans une case, elle est hyper limitante. Et à titre personnel, je pratique aussi bien le plan que l'improvisation. J'écris parfois avec une vision hyper claire de là où je vais, et parfois sans savoir quel mot va apparaître, même au moment où je suis en train de l'écrire. Et la plupart du temps, en fait, l'extrême majorité du temps, c'est un mélange des deux. Et après avoir accompagné des auteurs pendant 10 ans, je peux dire que pour la majorité d'entre nous, c'est comme ça. On alterne entre planifier et écrire au fil de la plume. Et c'est pas forcément quelque chose de très conscient, de très décidé. On n'est pas là à se dire ok, là je vais faire un plan et puis là je vais écrire au fil de la plume. C'est quelque chose qui se fait naturellement parce que le projet appelle ça. Il appelle différents rapports au texte, différents rapports à l'histoire. Parce qu'on a à la fois en soi un souci de se surprendre, de découvrir ce qui va arriver, et puis on ne peut savoir réellement ce qu'on écrit qu'en l'écrivant, parce qu'on a besoin de rentrer dans un niveau de détail de l'histoire qui est tellement précis qu'on ne peut pas tout anticiper, et à la fois on a un souci de cohérence. J'ai jamais rencontré un auteur qui me disait j'écris une histoire et puis si c'est pas cohérent, c'est pas grave. Tous, leur principal souci, c'est est-ce que c'est logique, est-ce que ça tient la route. Quand on me demande est-ce que ça tient la route, ce qu'on demande c'est est-ce que j'ai bien, en fait, ce qui est au fond, est-ce que j'ai bien étiré un fil cohérent du début à la fin de ce que j'ai écrit. Et ce fil cohérent, c'est de la structure. C'est dire, je vais faire aller mes personnages d'un point A à un point B à un point C, et l'ensemble de tout ça, la somme de tout ça, va faire unité, va donner un sens, va créer une sorte de sentiment de direction, une sorte de sentiment qui a une construction, quelque chose qui se tient, quelque chose de solide. Et on est dans ce paradoxe où l'écriture se découvre au fil de la plume et qu'en même temps, la cohérence, elle peut s'anticiper et elle peut se calculer. Et en disant je fonctionne exclusivement de telle ou telle manière, on s'empêche finalement la fluidité, la flexibilité qui permettrait d'accueillir tous ces mouvements de l'écriture, tous ces besoins de l'écriture. Et moi, je préfère largement rentrer dans mon écriture en cultivant ma curiosité, en cultivant un esprit d'expérimentation, de me dire tiens, qu'est-ce qui se passe si je vais par là, qu'est-ce qui se passe si je vais par ici, et en me demandant quel est le meilleur outil à utiliser à chaque instant. Et pour moi, je compare le fait de se cataloguer architecte ou jardinier à un chirurgien qui dirait moi, j'ai une méthode, et c'est la seule méthode que je vais suivre à chaque fois, il faut que j'ouvre le ventre de la personne qui est en face de moi. Ok, mon patient, il est sur la table d'opération, je prends mon scalpel, je pars du nombril et je tire un trait. Et je ne fais que ça. Peu importe, je veux rien savoir. Oui, ok, c'est la jambe qui est cassée, j'ai pas besoin d'ouvrir le ventre. Non, rien à faire, je veux ouvrir le ventre, c'est comme ça. C'est idiot, c'est absurde, personne n'entendrait ça, personne ne serait d'accord avec ça, personne ne ferait confiance à ce chirurgien-là. On attend d'un chirurgien qui soit capable de discernement, qui soit capable de regarder son patient, de regarder les données qui lui ont été apportées sur son patient et de dire, très bien, la meilleure
opération à faire, la meilleure procédure, c'est celle-ci, le meilleur outil à prendre, c'est celui-là. Un auteur, c'est pareil. Une histoire, c'est un système complexe, fait de personnages, d'intrigues, d'univers, d'ambiance, de plein de petites intentions, de sous-textes, de plein de choses qui demandent, alors qui sont plus ou moins mûres à différents stades du projet, et qui demandent une approche différente. Et on ne va pas systématiquement rentrer par le plan, on ne va pas systématiquement rentrer par la page blanche, mais il faut savoir rentrer par l'un ou par l'autre. Et après, il y a une façon aussi de planifier. On ne va pas planifier de la même façon, par exemple, une intrigue, que la transformation d'un personnage, que la relation que des personnages entretiennent, que le sous-texte. Il y a des façons différentes de travailler chaque partie du texte. Et ça se travaille, ça s'apprend, ça se développe. C'est des systèmes qu'on va créer, qui vont devenir des outils de méthodologie, mais qui ne vont pas nous définir comme auteur. On ne va pas dire, très bien, moi je rentre systématiquement par le personnage, je suis quelqu'un, je ne peux pas travailler une histoire tant que je n'ai pas un personnage. Oui, ok, mais on a aussi besoin de savoir où ce personnage va, et ça s'appelle l'intrigue. Et on a besoin de savoir quelle émotion on va développer. Et on va avoir besoin de savoir ce que ça raconte, l'histoire de ce personnage-là. Ça, c'est le sous-texte, c'est la thématique. On a besoin de donner une atmosphère qui va être amenée entre autres par l'univers, mais aussi par le style. On a besoin de plein de choses en fait, parce qu'on n'est pas face à un objet simple. Une histoire, c'est pas simplement sujet, verbe, complément. C'est un personnage qui prend vie, qui vit des choses, qui subit des situations, qui provoque des situations et qui se transforme ou pas, qui a la possibilité de se transformer, mais parfois c'est compliqué, parfois c'est facile, parfois la transformation elle est souhaitable, parfois non. Et toute cette complexité, elle demande que nous, en face, on ait la capacité de discernement, de dire à certains instants, j'ai besoin d'avoir une vision d'ensemble, et donc je reviens au plan, et je vais structurer, je vais me demander, tiens, vu ce que je sais de mon histoire, et vu ce qui est déjà présent dans le texte, où est-ce que j'ai envie d'aller ? Et en fonction de là où j'ai envie d'aller et de ce que j'ai déjà, qu'est-ce que j'ai encore besoin de raconter ? Qu'est-ce que j'ai besoin de développer dans l'histoire pour le personnage ? Pour que le lecteur comprenne là où je vais ? Pour qu'il perçoive toutes les sensations, toutes les émotions, toute la richesse, toute la nuance que j'ai envie de lui donner. Et à certains moments, on va avoir besoin au contraire de se laisser porter par le texte pour faire des découvertes. Parce qu'on ne peut apprendre, par exemple, que le grand-oncle de la copine du protagoniste, il vit dans une cuisine avec un carreau de carrelage ébréché au mur. Et ça, on peut le voir que dans l'écriture spontanée. C'est pas quelque chose qu'on va anticiper. Ou seulement de manière anecdotique, on ne va pas l'anticiper systématiquement. Ce genre de détails qui sont pourtant fondamentaux, non pas parce qu'ils vont apporter quelque chose nécessairement à l'intrigue, mais parce qu'ils vont apporter quelque chose à l'atmosphère du texte, à l'univers du texte. Ces détails-là, on en a besoin. Et on a besoin de les découvrir spontanément, en fin de compte, parce que ce serait trop épuisant de tout calculer. Alors bien sûr, on peut se faire des listes de détails qu'on a envie de mettre dans notre univers, parce que ça donne une texture qui nous plaît. Moi, je sais que j'aime bien, par exemple, les scènes qui se passent dans un milieu urbain, sous la pluie, de nuit. J'aime bien les tempêtes de neige, j'aime bien les fêlures sur les objets parce que je trouve que ça apporte du cachet. Il y a quelque chose comme ça qu'on peut anticiper, qui peut venir en amont être préparé. Mais la manière dont ça va s'exprimer dans notre histoire, c'est quelque chose qu'on va découvrir en le faisant. L'autre intelligence créative qui vient du fait de ne pas se limiter en disant je rentre dans telle catégorie ou telle catégorie, l'autre partie de cette intelligence créative, elle va venir du fait qu'on accueille et qu'on accompagne l'évolution de notre histoire. En écrivant notre histoire, elle se transforme. Elle mûrit, elle devient plus précise. Nos personnages y prennent corps, ils prennent vie davantage que ce qu'ils pouvaient être simplement dans notre imagination avant de rentrer dans la réalité de l'écriture. Pareil pour l'intrigue, pareil pour les détails de l'univers. Et donc tout ça, tout ce mouvement, toute cette maturation, on a besoin, nous, de lui donner un espace et de pouvoir accueillir ce qu'elle nous propose et comment elle transforme notre perception de l'histoire qu'on est en train d'écrire et comment elle va pouvoir affecter, transformer nos intentions. On est rentré dans l'histoire en pensant qu'on racontait un truc, et en fait, en passant à l'écriture, en côtoyant nos personnages, en fréquentant notre univers, on va se rendre compte qu'il y a autre chose, de plus nuancé, peut-être quelque chose de radicalement différent, mais souvent plutôt quelque chose d'un tout petit peu différent, mais qui va quand même changer ce qu'on raconte. Changer l'ordre dans lequel on raconte, changer le contenu de certaines scènes, de certaines séquences. Et on le voit typiquement au milieu de l'histoire. Souvent, quand on arrive au milieu de l'histoire, on a besoin de verticaliser notre récit, c'est-à-dire de plonger davantage dans le cœur des choses. On était en surface dans la première moitié de l'histoire, et là on rentre vraiment dans la vulnérabilité du personnage et dans ce que le personnage porte de paradoxal et qu'il a besoin de solutionner.
en tout cas à quoi il a besoin de se confronter dans notre histoire. Et ça fait partie du processus de construction d'une histoire. Et quand je dis construction, je veux dire de construction organique, de construction sur le papier. En avançant, on apprend des choses qui changent notre compréhension de notre intention. Et donc on a besoin de revenir, de reprendre du recul, de replanifier, en tout cas de s'interroger sur quelle est la direction dans laquelle on a envie de faire partir l'histoire. Quand je parle de direction, c'est vraiment un axe de travail. C'est pas un point d'arrivée fixe défini à l'avance. Quand je parle du fait de poser une fin, de définir une fin avant de commencer à écrire, c'est pas pour figer un point d'arrivée, c'est simplement pour avoir un horizon. Et cet horizon, il peut être mouvant. Et il va souvent être mouvant. On a besoin, et c'est tout le paradoxe du travail d'écriture, c'est qu'on a besoin de poser des repères distants, ces fameux horizons, qui sont en fait comme des points de fuite pour le regard, auxquels on peut s'accrocher et qui vont permettre d'orienter le fil de notre histoire au fur et à mesure qu'on va l'écrire. Et tout le paradoxe est là. Le paradoxe, il est qu'on pose des points de fuite sans s'attacher à eux nécessairement. C'est-à-dire qu'on accepte qu'ils bougent, on accepte qu'ils changent, on accepte qu'ils se transforment. Mais pour ça, il faut qu'on accepte, qu'on arrête de chercher à se définir de façon très rigide comme ça, à dire « je suis quelqu'un qui planifie » ou « je suis quelqu'un qui découvre au fil de la plume ». On est tous les deux à des degrés différents et sur différents projets différemment. C'est-à-dire que certains projets, on va être quelqu'un qui va avoir plus besoin de structurer parce que peut-être l'histoire nous échappe davantage, peut-être qu'elle est plus complexe, on a une vision d'ensemble peut-être aussi plus claire. Et à d'autres moments, on va avoir besoin au contraire d'être beaucoup plus dans une découverte au fil de la plume parce que on a besoin d'avoir de la texture, on n'est pas sûr de ce qu'on veut raconter, ou peut-être que les personnages sont beaucoup plus présents. Mais d'avoir cette capacité à accueillir les deux et à se questionner aux deux niveaux de pensée, c'est-à-dire à la fois dans le détail et à la fois dans l'ensemble, c'est quelque chose qui va nous enrichir énormément et qui va donner à notre pratique beaucoup plus d'éléments de surprise et beaucoup plus de cohérence et beaucoup plus souvent de satisfaction et aussi qui va nous rendre l'écriture plus fluide, plus riche, plus satisfaisante et souvent plus productive, parce qu'on va perdre moins de temps à faire des choses qui ne feront pas avancer le projet. En tout cas, voilà un petit peu les choses auxquelles je pensais aujourd'hui, parce que je travaillais sur une vidéo sur justement le fait d'interroger les intentions, et que c'est des conversations qui reviennent souvent dans le mastermind en ce moment, c'est comment est-ce que le texte, finalement, porte déjà une intention, et comment moi, l'auteur, je porte une intention aussi en rentrant dans le texte, et comment je fais se rencontrer ces deux intentions. C'est quelque chose sur quoi je reviendrai plus tard, parce que je crois que c'est un point méthodologique hyper important, dont on parle relativement peu, et qui pourtant peut avoir un impact très fort sur notre métier et sur notre manière de le faire et sur notre rapport à l'écriture. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une très bonne fin de journée et à très bientôt.